Mon fils est entré dans ma cuisine avec un dossier d'agence immobilière et il a dit: «Maman, c'est trop grand pour toi maintenant. On a trouvé quelque chose de plus petit.» Sa femme avait déjà appelé l'agent avant qu'ils arrivent. Ils se sont assis en face de moi, à la même table où son père avait signé les statuts en 1994. Ils ont expliqué lentement, comme si je risquais de ne pas suivre, que ce serait mieux que je transfère le bien, que je simplifie les choses. J'ai versé le café. Je ne leur ai pas parlé du classeur bleu-gris dans le placard du bureau. Le registre des associés indique que je détiens 72% des parts. Je les détiens depuis 1994. L'ensemble du patrimoine vaut 720 000 €. Il faut ma signature pour faire quoi que ce soit. Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices. C'est encore Camille et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et laisser un pouce bleu. Cela aide ces histoires à trouver les personnes qui en ont besoin. Et dites-moi en commentaire depuis quelle ville vous m'écoutez. J'adore voir jusqu'où voyagent ces histoires. Et puisque nous sommes déjà dans le vif du sujet, si vous aviez été à ma place, l'auriez-vous montré tout de suite, ce classeur, ou auriez-vous d'abord versé le café? On dit toujours que la génération précédente ne comprend pas les affaires. Henri, mon mari, les comprenait parfaitement. Ce n'était pas le genre d'homme qui aimait en parler. Il ne s'en vantait pas. Il ne cherchait pas à impressionner. C'était un homme méthodique. Pas spectaculaire, pas bruyant, méthodique. Il faisait les choses dans l'ordre. Et il les faisait bien, avec la régularité de quelqu'un qui croit que le soin, apporté aux détails, évite les complications futures. En 1994, il s'est assis à cette table de cuisine avec un notaire et il a tout structuré avec soin. Il m'a donné 72% des parts et il m'a dit: «Tu sauras quoi en faire.» Ce n'était pas une flatterie. C'était une observation. J'avais été secrétaire administrative à la Chambre de commerce de Bordeaux pendant 24 ans à cette époque. Je savais lire un ordre du jour, classer une résolution, prendre une décision sans l'annoncer. Henri le savait. Il avait choisi en conséquence. Avez-vous déjà remarqué que les gens supposent que les mères vieillissantes accumulent des sentiments et négligent les papiers? Henri ne supposait jamais rien sur moi. Vous savez ce que c'est, cette différence, être vraiment vu. C'est peut-être pour ça que nous nous sommes bien entendus pendant 34 ans, et c'est peut-être pour ça qu'il a organisé les choses de cette façon précise, dans cet ordre précis, avec ces pourcentages précis, parce qu'il connaissait la différence entre quelqu'un qui signe un document et quelqu'un qui l'a lu. La maison du Chartron est en pierre ancienne. Les fenêtres sont hautes, presque 3 mètres, les embrasures épaisses comme des bras ouverts, et le parquet craque aux mêmes endroits depuis des décennies. Je connais chaque latte par son bruit.
Le matin, je sais si quelqu'un est levé avant moi, simplement à la séquence des craquements entre la chambre et la cuisine. C'est la sorte de choses qu'on apprend en 30 ans dans la même maison. Vous connaissez peut-être ce sentiment. J'ai fait du café dans cette cuisine chaque matin pendant 30 ans. D'abord avec Henri, puis seul après sa mort en 2019. La cafetière est la même depuis 2007. Je ne vois pas de raison d'en changer. J'avais 67 ans au moment des faits, les cheveux courts et cuivrés avec des fils d'argent, et mes lunettes de lecture dans la poche de mon gilet, comme toujours. Lunettes de lecture dans la poche, carnet dans le tiroir du bureau, café à 7 heures du matin. Voilà une vie qui ne ressemble à rien de particulier de l'extérieur et qui, de l'intérieur, est entièrement cohérente. J'ai été secrétaire administrative à la Chambre de commerce de Bordeaux pendant 31 ans. J'ai pris ma retraite à 62 ans, sans cérémonie particulière, comme j'avais fait toutes les autres choses importantes de ma vie. Au cours de ces 31 ans, j'ai appris à rédiger des comptes rendus sans laisser de place à l'interprétation, à classer des résolutions de façon à les retrouver 10 ans plus tard, sans chercher, à noter les faits sans les commenter. Un commentaire vieillit. Un fait reste un fait. Henri conservait le classeur de la SCI dans le placard du bureau. Il l'appelait les archives. Ce placard, même quand il ne contenait qu'un seul classeur et quelques boîtes de stylos. C'était un placard ordinaire avec des étagères en bois et une porte qui fermait un peu de travers depuis 2003. Après la mort d'Henri, j'ai transféré le classeur dans mon propre meuble de rangement, dans le même placard. Un classeur bleu-gris, plastique rigide, avec une étiquette dactylographiée, SC, I au Mont-Jourdain, statut et registre. Je ne l'ai pas ouvert pendant des mois après le décès. Puis je l'ai ouvert, je l'ai relu, page par page, article par article, et je l'ai rangé. Édouard n'a jamais demandé à le voir. Il supposait que les choses avaient été arrangées pour lui, de la façon dont certains enfants supposent que tout a été arrangé pour eux, non par malveillance, mais par habitude, par le sentiment tranquille d'une priorité naturelle. Je tenais des notes de réunion depuis mes premières années à la Chambre de commerce. De petits carnets datés, classés dans une boîte par tranche de 5 années. J'en avais 30 ans de suite, au moment où mon fils est arrivé avec son dossier d'agence. J'ai conservé l'habitude parce que les faits bien notés ont une façon de rester des faits, quel que soit le temps qui passe. Quoi que les gens croient se souvenir. Pendant 31 ans de secrétariat, j'avais appris que les organisations fonctionnent sur des hypothèses non vérifiées autant que sur des faits établis. Vous trouvez ça surprenant? Je ne pense pas que vous le trouviez vraiment surprenant. Les gens supposent que le compte-rendu de la réunion précédente est conforme à ce qu'ils se rappellent avoir dit. Ils supposent que le règlement intérieur a été révisé dans le sens qu'ils préfèrent. Ils supposent que le budget a été voté comme ils l'auraient voté. Parfois c'est vrai, souvent ce n'est pas tout à fait vrai.
Le rôle d'une secrétaire efficace n'est pas de corriger ces hypothèses au moment où elles se forment. Ce serait épuisant et pas très utile. Le rôle est de tenir les documents à jour et de les avoir apportés lorsque les hypothèses finissent par rencontrer les faits. C'est une forme de patience que j'avais pratiquée pendant 3 décennies. Elle s'était avérée applicable bien au-delà de la chambre de commerce. Henri et moi avions acheté la maison du Chartron en 1986, l'année où Édouard avait 5 ans. Ce n'était pas cher à l'époque, pas bon marché non plus, mais abordable pour 2 salaires modestes. La maison avait besoin de travaux. Nous avons mis 5 ans à la remettre en état, le week-end, les congés, les soirées du vendredi. Henri s'occupait de ce qui était lourd, les fenêtres, les joints, les peintures. Moi, je m'occupais de ce qui était précis, les devis, les artisans, les plannings. C'était une division du travail qui nous convenait à tous les deux. Édouard a grandi dans cette maison. Il en connaissait les recoins, le grenier où il allait jouer, le jardin où Henri avait planté un figuier que nous avions gardé pendant 20 ans avant qu'il rende l'âme à l'hiver 2008. Édouard avait assisté à la mort du figuier avec plus de consternation que je ne l'aurais cru. Les enfants attachent leurs souvenirs aux objets. Ce n'est pas un reproche. Je l'ai faite aussi. En 1994, Henri avait 62 ans et il avait commencé à penser à la transmission du patrimoine avec le sérieux de quelqu'un qui approche de la retraite et qui veut que les choses soient en ordre. Il avait parlé à Maître Arnoux, qu'il connaissait depuis les années 80, de la façon de protéger la maison et le terrain, attenant que nous avions acquis l'année précédente. Maître Arnoux lui avait présenté la SCI comme un cadre adapté. La société civile immobilière permettait de détenir les biens de façon collective, tout en organisant les droits de chacun de façon précise, et surtout de prévoir qu'aucune décision sur le patrimoine ne se prendrait sans l'accord de la majorité des parts. Henri avait choisi la répartition après en avoir parlé avec moi. 72% pour moi, 18% pour Édouard, qui avait 13 ans cette année-là et à qui les parts seraient transmises. 10% pour Gisèle, la sœur d'Henri, parce qu'elle avait participé aux premiers travaux de la maison avec nous et qu'Henri pensait que ça méritait d'être reconnu. Nous avions signé les statuts à la cuisine. Henri et moi, avec Maître Arnoux comme officier instrumentant. J'avais signé à côté d'Henri, sans cérémonie, avec le stylo que Maître Arnoux avait posé sur la table. Édouard avait 13 ans, il était à l'école. Il ne savait pas que ce jour avait eu lieu. Nous ne le lui avions pas dit, nous n'avions pas pensé que c'était une information qu'un enfant de 13 ans devait mémoriser. Et avec les années, personne n'avait jamais pris le soin de le lui dire. Je me souviens du jour, de la signature, comme d'un mardi d'octobre avec un ciel blanc et une odeur de pluie qui tardait à tomber.
Maître Arnoux avait apporté ses documents dans une serviette en cuir brun et les avait posés sur la table avec la précision de quelqu'un qui manipule des objets lourds de sens. Henri avait préparé le café. C'était une des rares fois où c'était lui qui s'en chargeait, parce que c'était sa réunion et qu'il le sentait ainsi. Nous avions relu les statuts à voix haute, les trois d'entre nous, Maître Arnoux guidant la lecture, Henri posant des questions sur les formulations, moi notant dans mon carnet les points qui méritaient d'être retenus. Puis Henri avait signé, et moi après lui. Maître Arnoux avait apposé le tampon d'enregistrement avec ce geste régulier, habituel, de quelqu'un qui clôture une procédure ordinaire. Puis il avait rangé sa copie dans sa serviette et nous avait dit au revoir avec une légère inclinaison de tête. Henri avait regardé la page avec nos deux signatures et il avait dit simplement « Voilà ». Et juste ce mot-là, « voilà », c'était suffisant pour lui. Moi, j'avais noté la date dans mon carnet, la répartition des parts, les noms des signataires. Puis, nous avions fini le café qui était encore chaud et Henri était allé arroser le figuier dans le jardin, comme tous les mardis de cet automne-là. Vous voyez la scène, j'imagine. Le premier signe est venu au printemps, précédant les faits. Édouard avait mentionné un appartement plus petit à Mérignac, juste en passant, dans la conversation, juste quelque chose qu'il avait vu en ligne. Il avait l'air anodin en le disant, le ton de quelqu'un qui partage une information sans enjeu, mais il l'a mentionné 3 fois en 2 mois. 3 fois, avec à chaque fois un détail légèrement différent, une fois l'emplacement pratique et bien desservi, une fois le prix raisonnable pour la surface, une fois la luminosité des pièces, agréable, il avait dit beaucoup de lumière le matin. Quand quelqu'un mentionne la même chose 3 fois avec des variantes, ce n'est plus de la conversation. C'est de la préparation. Vous l'avez peut-être reconnu, vous aussi. J'avais noté les dates et les formulations dans mon carnet, comme je l'aurais fait pour n'importe quelle réunion de la chambre de commerce, qui présentait une direction inattendue. Le deuxième signe était d'une autre nature, moins verbal, plus documentaire. En août, après la visite d'Édouard et Sabine un dimanche après-midi, j'ai trouvé sur le comptoir de la cuisine une feuille imprimée que je n'avais pas mise là. Une estimation d'agence immobilière pour l'adresse de la maison, 720 000 €, avec les détails habituels. Surface, nombre de pièces, état général, comparaison, avec des biens similaires récemment vendus dans le quartier. Le logo d'une agence, du cours de l'intendance. La feuille avait été posée face visible. Je ne pense pas que c'était un accident. Elle avait été laissée là comme on laisse un argument qu'on n'ose pas encore formuler à voix haute, mais qu'on espère voir produire son effet. J'ai noté la date dans mon carnet, puis j'ai rangé la feuille dans une pochette transparente et je l'ai glissée derrière le classeur bleu-gris dans mon meuble de rangement. Pour mémoire.
Ils sont arrivés un samedi matin de septembre, Édouard et Sabine, avec un dossier et des documents imprimés et un notaire qu'ils avaient arrangé. Un jeune homme d'environ 30 ans qui semblait n'avoir jamais vu l'intérieur d'une maison de maître et qui regardait les moulures du plafond avec une expression que j'aurais qualifiée d'intimidée si j'avais eu le temps d'y penser. Il portait une serviette noire et avait l'air d'avoir repeint ses chaussures pour l'occasion. Je les ai fait entrer. Savez-vous comment reconnaître quand une visite a été préparée? Sabine était passée la veille au soir pour voir si j'avais besoin de quelque chose. Du pain, disait-elle, ou des courses. Et j'avais dit non merci, j'avais tout ce qu'il fallait. Ce matin-là, elle portait un tailleur gris et avait ses cheveux relevés, ce qui était son uniforme de travail. Elle travaillait dans l'immobilier commercial depuis 15 ans. Elle connaissait les procédures, la terminologie, la façon de cadrer une proposition pour qu'elle paraisse neutre et raisonnable avant d'être favorable. Sabine avait posé les documents sur la table. Soigneusement, en les alignant sur le bord, avec le dossier de l'agence au-dessus. Elle a dit doucement qu'ils avaient consulté un spécialiste et que la procédure serait simple. On a juste besoin de ta signature, maman. Édouard acquiesçait, les mains à plat sur la table, avec cet air d'homme qui est convaincu de rendre service et qui ne comprend pas encore que rendre service et décider à la place de quelqu'un ne sont pas la même chose. Il mesurait 1,80 m et avait les épaules larges et la voix posée des gens qui n'ont jamais eu à hausser le ton pour se faire écouter. Il me ressemblait un peu dans certaines expressions. Henri le disait. Ce matin-là, il allait apprendre quelque chose sur ce que nous avions en commun. J'ai regardé la table. La même table, le même bois, les mêmes marques que le temps y avait laissées. Henri avait signé à cet endroit précis en 1994, à l'endroit où Sabine avait posé son dossier. Maître Arnoux était assis là où Édouard était assis maintenant. J'avais signé en face d'Henri, là où je me trouvais en ce moment. J'ai pensé à ça pendant une seconde, juste une seconde, une fraction de seconde, le temps d'une image. Puis j'ai dit, j'ai un notaire. Je crois qu'il faudrait l'appeler. Édouard a répondu qu'ils avaient déjà tout arrangé, que le notaire présent était compétent et connaissait le dossier. J'ai dit, je sais, moi aussi. Le jeune notaire d'Édouard regardait de nouveau les moulures. Sabine avait la main posée sur son dossier, immobile, pour la première fois depuis leur arrivée. Édouard m'a regardé avec cette expression de quelqu'un qui cherche à calibrer si ce qu'il entend est un refus ou une hésitation passagère. Ce n'était pas une hésitation. J'ai versé le café. Ce soir-là, après leur départ, je me suis assise à la table. La maison était silencieuse, de la façon dont une maison est silencieuse quand les gens qui viennent de la remplir sont partis trop vite, sans que les choses soient résolues. Un silence compact, un peu chargé. J'ai posé les mains à plat sur le bois. Vous savez ce silence-là, peut-être le silence d'une maison que d'autres ont décidé de ne plus voir comme la vôtre.
J'ai pensé à mon fils qui était entré dans ma cuisine avec un agent immobilier. Il n'avait pas appelé ça comme ça. Il avait dit un notaire qu'on a arrangé, mais le dossier d'agence était là. Le prix était dedans, 720 000 € pour ce que nous avions bâti avec Henri pendant 30 ans. J'ai pensé à Sabine qui avait aligné ses papiers sur le bord de la table comme si c'était déjà une table de négociation et non ma cuisine. J'ai pensé à Henri qui disait dans les premières années « René, note tout. Un document non daté ne prouve rien. » J'ai pensé aux 30 et un carnet dans le tiroir du bureau, aux noms, aux dates, aux résolutions, 30 et 1 an d'attention, portées aux détails que personne d'autre ne jugeait utile de retenir. Et j'ai pensé au classeur bleu-gris dans mon meuble de rangement, à l'étiquette dactylographiée, aux pages que personne d'autre que moi n'avait relu depuis la mort d'Henri. Puis j'ai appelé Maître Arnoux. C'est ce que vous faites dans ce cas-là. Vous appelez la personne qui a les documents. Cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi. Pas d'agitation, juste un état de veille tranquille, à regarder le plafond de la chambre, avec la conscience claire de ce qui s'était passé ce jour-là. Henri était mort depuis 4 ans. Son absence avait une texture particulière dans cette maison, plus présente dans certaines pièces que dans d'autres, le bureau surtout, et la cuisine le matin. Ce soir-là, c'était dans la façon dont le silence avait sonné après le départ d'Édouard et Sabine. Henri n'aurait pas aimé ce qui s'était passé. Non pas par une quelconque idée romantique de la paix familiale. Il n'était pas naïf, mais parce qu'il avait structuré les choses précisément pour que ce genre de situation ne se produise pas, pour que les biens soient protégés et que les décisions soient prises par la personne qui était là. Il avait pris ses précautions. Et son fils avait quand même essayé. J'ai pensé à ça un long moment, puis j'ai pensé que Henri m'avait laissé les outils pour y répondre. C'était cohérent avec tout le reste. Maître Frédéric Arnoux avait 62 ans, un bureau sur le cours de l'intendance au premier étage d'un immeuble haussmannien, et il avait conservé les statuts de la SCI au Mont-Jourdain depuis la mort d'Henri en 2019. C'est lui qu'Henri avait choisi pour instrumenter la société en 1994. C'est lui qui avait géré la succession et c'est lui qui avait l'habitude du silence, des dossiers qu'on n'ouvre pas pendant des années. Il connaissait le classeur bleu-gris aussi bien que moi, mieux peut-être dans le détail juridique. Son bureau était de ceux où les documents sont la conversation entière. Pas de plantes, pas de photographies personnelles, juste des étagères de classeurs et un bureau en chêne massif avec un sous-main propre. Quand je l'avais appelé ce soir de septembre, il avait écouté sans m'interrompre, puis il avait dit « Quand voulez-vous que je vienne ?» C'est la qualité que j'avais toujours appréciée chez Maître Arnoux. Il ne dramatisait pas. Il identifiait ce qu'il y avait à faire et il demandait quand commencer. Le jeudi suivant, il est arrivé à la maison avec le classeur, le vrai, le notarié, celui qu'il avait en dépôt depuis 2019, et une copie
des statuts certifiés conformes par son étude. Nous nous sommes assis à la cuisine, lui avec ses documents, moi avec mon carnet ouvert à la bonne page. Il a posé le classeur bleu-gris sur la table. Pas au centre, pas en évidence, simplement posé là comme on pose ce qui appartient à un endroit et qui vient d'y revenir. Vous voulez savoir ce qu'il y avait écrit? Nous avons relu les statuts ensemble, article par article. La voix de Maître Arnoux est de celles qui n'éprouvent pas le besoin de s'élever pour faire impression. Article 1er. Dénomination de la société. Article 2. Objet social. Article 5. Siège social. Article 7. Répartition des parts sociales. Il a lu les chiffres sans les souligner. René Aumont né Jourdain, 72 parts. Édouard Aumont, 18 parts. Gisèle Aumont, 10 parts. Total, 100 parts. Article 11. Toute décision relative aux actifs de la société requiert l'approbation d'une résolution par une majorité des parts. 72 parts constituent la majorité. Elle l'avait constituée depuis le premier jour, depuis octobre 1994, depuis la signature d'Henri et la mienne au bas de la dernière page sur cette même table. Maître Arnoux a refermé le classeur avec soin et il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Henri savait ce qu'il faisait, a-t-il dit. J'ai répondu, il me l'a dit une fois. Il a dit que j'étais la personne fiable. Maître Arnoux a incliné la tête comme si cette information confirmait quelque chose qu'il avait pensé depuis longtemps, mais qu'il n'avait jamais eu l'occasion d'exprimer. Puis il a demandé si je souhaitais qu'il prépare une lettre pour le notaire d'Édouard. J'ai dit oui. La semaine suivante, Maître Arnoux a écrit au notaire d'Édouard avec une copie du registre des associés. La lettre était courte et précise, à la façon de Maître Arnoux. Elle indiquait que Madame Renée Aumont née Jourdain détenait 72% des parts de la SCI Aumont-Jourdain, que cette répartition était enregistrée dans les statuts notariés originaux de 1994, non modifiés depuis, que toute décision relative aux actifs de la société requérait son approbation en tant qu'associé majoritaire. Pas de ton dramatique, pas de mise en garde menaçante. Juste les faits, dans l'ordre. La réponse est revenue 10 jours plus tard. C'était une lettre du notaire d'Édouard. Elle ne contestait pas les faits directement. Elle ne pouvait pas, parce que les faits étaient enregistrés et certifiés, mais elle suggérait avec beaucoup de précautions de langage que les statuts originaux pourraient ne plus être opérants compte tenu des évolutions intervenues depuis 1994 et qu'il conviendrait d'examiner si M. Henri Aumont n'avait pas exprimé, avant son décès, une intention différente de la répartition formellement enregistrée. Je reconnais ce genre de lettre. C'est la lettre qu'on écrit quand on n'a rien à dire
sur le fond, mais qu'on doit occuper l'espace. Vous avez peut-être reçu ce genre de lettre un jour. C'est une lettre de temps, pas d'argument. Maître Arnoux m'a appelé pour m'en informer. Il n'avait pas l'air surpris. Il avait l'air de quelqu'un qui a lu beaucoup de lettres de cette nature et qui sait exactement ce qu'elles valent. Il a dit qu'il allait envoyer les statuts originaux avec la signature d'Henri, la mienne, et le tampon d'enregistrement de 1994. Je lui ai dit de le faire. La deuxième lettre du notaire d'Édouard n'est jamais venue. Maître Arnoux m'a informé, lors de notre appel après l'envoi de la deuxième lettre, qu'Édouard avait accusé réception du registre des associés par retour de courrier recommandé. Il avait donc le document entre les mains. Il l'avait lu, nécessairement, puisque la lettre suivante de son notaire ne contestait plus la répartition des parts, mais demandait si un rachat de parts pouvait être envisagé à terme, à des conditions à définir entre associés. Ce glissement de position m'avait intéressé. Savez-vous ce que ça signifie quand quelqu'un abandonne un argument sans en proposer un autre? On était passé de « les statuts ne sont peut-être plus opérants » à « est-ce qu'on pourrait racheter » qui a pas. Vous voyez, le glissement, c'est le signe que quelqu'un a lu ce qu'il devait lire et compris ce qu'il y avait à comprendre. Maître Arnoux avait répondu que la question du rachat de parts était naturellement ouverte, que l'associé majoritaire était libre de décider si elle souhaitait ou non céder une portion de ses parts, et que dans l'état actuel des choses, Madame Renée Aumont née Jourdain ne manifestait pas cette intention. La demande de rachat n'a pas été renouvelée. Il n'y avait pas d'entrée par ce côté-là non plus. Les statuts avaient prévu tous les cas que quelqu'un avait pris la peine de chercher. Pendant ces 2 semaines d'échange de courrier, j'ai continué ma vie dans la maison. J'ai fait du café le matin. J'ai arrosé les plantes sur le rebord de la fenêtre, un géranium rouge que j'avais depuis 12 ans et un romarin en pot dont Henri aurait dit qu'il avait besoin d'être taillé. J'ai noté les dates dans mon carnet. J'ai relu une fois, à titre personnel, la page du registre des associés avec ma signature et celle d'Henri. Sa signature avait ce trait final qui montait légèrement, une habitude graphique que j'avais vue sur des milliers de documents en 30 et 1 an de secrétariat. La mienne était plus droite, sans enjolivement. 2 signatures côte à côte depuis 30 ans. Je me suis demandé si Édouard avait jamais vu la signature de son père sur un document officiel. Probablement pas souvent. Les enfants ne regardent pas les documents de leurs parents. C'est compréhensible. C'est aussi parfois l'origine de leur surprise. Le mercredi matin de la visite d'Édouard, je m'étais levée à 6h30 comme d'habitude. J'avais fait le café, noté la date dans mon carnet avec l'intitulé « Visite d'Édouard, entretien direct ». Puis j'avais relu une fois la page de l'article 11 des statuts. Pas parce que j'en avais besoin, par discipline. Henri avait une expression qu'il appliquait aux réunions de copropriété, aux rendez-vous avec les artisans, aux discussions sur les travaux. On ne s'installe pas à une table sans connaître son dossier. Je ne savais pas encore si la conversation du mercredi serait une négociation. Elle ne l'a pas été.
Mais j'étais prête pour les 2 cas de figure, ce qui est la seule préparation raisonnable. Puis, Édouard a appelé. Il voulait qu'on parle. Nous deux sans notaire, avec l'accent légèrement blessé de quelqu'un qui perçoit les intermédiaires professionnels comme un reproche. Je lui ai dit oui. Il est venu un mercredi matin. Il s'est assis à la cuisine, les mains autour de sa tasse, et il a regardé la table un moment avant de parler. Ce moment d'hésitation que j'avais appris à reconnaître chez lui depuis l'enfance, quand il devait annoncer quelque chose de difficile. Il a dit qu'il n'avait pas su, qu'il avait supposé que les choses avaient été arrangées différemment, qu'il avait cru que l'essentiel des parts était revenu à lui après la mort de son père, ou peut-être que la SCI avait été dissoute à un moment donné. Il n'était pas sûr. Il n'avait pas vérifié. Il avait dit ça avec une honnêteté désarmante. Pas de justification élaborée, pas de théorie sur ce qu'Henri aurait voulu. Juste, je n'ai pas vérifié. J'ai versé le café. Qu'est-ce qu'on dit d'autre dans ces moments-là? J'ai dit qu'Henri avait structuré les choses pour la sécurité à long terme de la famille. Vous imaginez l'effort de cela, prévoir 30 ans à l'avance, exactement ce genre de situation. J'ai dit que la structure était valide et notariée depuis 30 ans. Édouard regardait ses mains. Je n'ai pas dit « T'es venu dans ma maison avec un agent immobilier et tu m'as expliqué lentement que c'était trop grand pour moi. » Je n'ai pas dit ça. Ce n'était pas nécessaire. Il le savait. Cette information était présente dans la pièce sans que j'aie besoin de la formuler. J'ai dit que j'allais convoquer une assemblée générale d'associés et que Maître Arnoux serait présent. Édouard a relevé la tête. Il a demandé si c'était vraiment nécessaire, avec cet accent de quelqu'un qui espère encore que les choses peuvent rester dans le domaine informel. J'ai dit que oui, que c'était la procédure correcte et que la procédure correcte était ce que nous avions. Il n'a pas insisté. Que pouvait-il dire? Avant de partir, il s'est arrêté dans le couloir. Il a regardé la porte du bureau, le placard qu'Henri appelait les archives. Il n'a rien dit. Il a mis son manteau et il est parti. J'ai attendu d'entendre la porte d'entrée se refermer, puis j'ai ouvert mon carnet et j'ai noté l'heure, l'objet de la visite et ce qui avait été dit. Les faits dans l'ordre. L'Assemblée générale a été convoquée pour le mardi de la semaine suivante. J'avais envoyé les convocations par voie recommandée, comme le prévoient les statuts. À Édouard, à Gisèle. Maître Arnoux avait rédigé l'ordre du jour selon les formes requises. Un seul point. La résolution relative à la conservation des actifs de la SCI au Mont-Jourdain sous leur gestion actuelle. Gisèle m'avait appelé le dimanche avant la réunion. Elle avait 70 ans, Gisèle, la sœur d'Henri, une femme petite aux cheveux blancs, avec la façon qu'avait Henri de regarder les choses, de biais, avant de se prononcer. Elle avait supposé, comme Édouard, qu'Henri avait arrangé les choses pour que les biens reviennent principalement à son fils. C'est ce qu'elle avait dit à Édouard quand il lui avait parlé
de son projet de vente. Elle le soutenait, non par malveillance envers moi, mais parce qu'elle pensait que c'est ce que son frère avait voulu, parce que c'est souvent ce que les frères et sœurs pensent, par habitude de l'ordre familial traditionnel. Au téléphone, ce dimanche-là, elle m'avait demandé si je pouvais lui expliquer la situation avant la réunion. Je lui avais dit de venir le mardi avec ses questions et que Maître Arnoux répondrait à tout ce qui n'était pas clair. Elle avait dit « René, est-ce que Henri était au courant de tout ça? » J'avais dit « C'est Henri qui le fait. » Gisèle n'avait pas répondu tout de suite. J'avais entendu sa respiration au téléphone, ce silence de quelqu'un qui réorganise une image qu'il croyait avoir bien en main. Gisèle avait connu Henri depuis sa naissance. Elle pensait le connaître mieux que quiconque, de la façon dont les sœurs pensent toujours connaître leur frère mieux que leur femme. Apprendre que c'était lui qui avait arrangé les choses ainsi délibérément, avec soin, dans un sens qu'elle n'avait pas anticipé, demandait un moment d'ajustement. Puis elle avait dit « D'accord, je serai là mardi. » Sa voix avait repris sa cadence habituelle. Elle était venue. Le lundi, la veille de l'assemblée, j'ai préparé mon carnet avec les éléments de l'ordre du jour. J'ai relu les statuts une dernière fois, pas parce que j'en avais besoin. Je les connaissais bien à ce stade, mais parce que c'est ce que je faisais avant une réunion importante, depuis 31 ans. On relit ce qu'on connaît pour s'assurer que ce qu'on croit savoir est bien ce qui est écrit. Une discipline, pas une inquiétude. J'avais préparé 3 tasses pour le mardi matin, le café en avance, les statuts dans un dossier séparé que j'avais sorti et posé sur le buffet du couloir. Rien ne traînait. La maison était ordonnée, comme toujours. C'est une chose que certaines personnes ne comprennent pas sur le désordre apparent de certaines cuisines de vieilles femmes. Ce qu'elles prennent pour du désordre est souvent une organisation que ces auteurs connaissent parfaitement et que les visiteurs ne lisent pas. Le mardi matin, j'ai préparé la cuisine pour la réunion. Pas de mise en scène, juste la table dégagée, 3 tasses, le carnet ouvert au bon endroit. Maître Arnoux est arrivé le premier, avec sa serviette et le classeur bleu-gris, le sien, le notarié, qu'il avait apporté en plus de sa copie certifiée. Il a posé le classeur sur la table. Gisèle est arrivée 10 minutes après, avec son manteau boutonné jusqu'en haut, comme si elle s'attendait à une température plus basse. Elle m'a embrassée sur les 2 joues sans rien dire. Elle s'est assise à ma gauche. Édouard est arrivé le dernier, à l'heure exacte, il était ponctuel. Édouard, c'était une qualité qu'il tenait d'Henri. Sabine n'est pas venue. Je ne lui avais pas demandé de venir, et elle n'avait pas demandé à être présente. Nous nous sommes assis. Maître Arnoux a ouvert les statuts. Il a lu la dénomination, l'objet social, la date de constitution. 4 octobre 1994. Sa voix était égale, précise, sans emphase. La voix d'un homme qui sait que les documents se défendent d'eux-mêmes et n'ont pas besoin qu'on les dramatise. Puis il a lu le registre des associés. René Aumont, né Jourdain, 72 parts. Édouard Aumont, 18 parts,
Gisèle Aumont, 10 parts. Édouard avait reçu sa copie par courrier recommandé 10 jours plus tôt. Il connaissait les chiffres, il les avait lus, et pourtant, les entendre à voix haute dans cette cuisine, à cette table, par la voix de Maître Arnoux, produisait quelque chose de différent de ce qu'une lecture solitaire produit. Les chiffres existaient dans l'espace de la pièce. Ils n'étaient plus seulement sur une feuille de papier, dans un courrier recommandé, ils étaient prononcés, enregistrés, présents, sa main, qui s'était avancée vers sa tasse de café, s'est arrêtée à mi-chemin. Elle n'a pas complété le geste. Elle est revenue sur la table, doucement, comme on pose quelque chose que l'on tient depuis trop longtemps. Il a regardé le classeur bleu-gris, puis il m'a regardé, puis il a regardé ailleurs. La fenêtre, ou simplement un point de la pièce qui ne demandait rien. Il a regardé ailleurs en premier. Avez-vous déjà vu quelqu'un comprendre quelque chose au moment exact où il ne peut plus rien y changer? Gisèle, assise à ma gauche, ne regardait pas la fenêtre. Elle regardait Édouard avec la façon silencieuse de quelqu'un qui comprend qu'il s'est trompé sur ce qu'il croyait savoir et qui ne sait pas encore comment formuler cette erreur. Elle ne disait rien. Ce silence avait sa propre valeur. C'était le verdict d'une femme qui comprend qu'elle s'est trompée sur ce qu'elle croyait savoir et qui n'a pas besoin de le formuler pour que tout le monde dans la pièce l'entende. Maître Arnoux a continué. Il a énoncé l'ordre du jour, la résolution à soumettre au vote, les modalités prévues par les statuts. J'ai voté pour la conservation de l'ensemble des actifs de la SCI Aumont-Jourdain sous leur gestion actuelle. 72 voix pour. Maître Arnoux a consigné le vote dans le procès-verbal. La résolution était adoptée à la majorité. Les actifs de la SCI demeuraient sous leur gestion actuelle. La maison, le garage, le terrain attenant, 720 000 € d'évaluation. La mienne. J'ai pris le classeur bleu-gris, je me suis levée, j'ai traversé le couloir et je l'ai rangé dans mon meuble de rangement, dans le placard du bureau. La même place depuis 2019, la même place qu'Henri avait choisie avant ça. La porte du placard fermait un peu de travers depuis 2003. Je l'ai fermée quand même. Après la réunion, Gisèle est restée un peu. Elle a bu son café, celui qu'elle n'avait pas touché pendant la lecture des statuts. Elle a regardé la table un long moment, les mains autour de la tasse, sans parler. Maître Arnoux avait déjà pris congé et rangé ses documents. La cuisine était redevenue une cuisine. Gisèle a levé les yeux vers moi et elle a dit « Henri savait ce qu'il faisait. Ce n'était pas une question, c'était une reconnaissance. » La façon dont on dit une chose qu'on aurait dû dire plus tôt et qu'on dit maintenant parce que l'occasion ne se représentera peut-être pas. J'ai répondu que oui, je pensais que c'était vrai. Elle est partie avec son manteau bien boutonné. Je l'ai regardée descendre les marches du perron. Les platanes du Chartron perdaient leurs feuilles un peu en avance cette année-là. Les trottoirs étaient dorés.
Édouard avait quitté la maison sans que je l'aie vu partir. J'avais entendu la porte d'entrée se fermer doucement pendant que je parlais à Gisèle dans la cuisine. Pas claquer. Fermer doucement. Comme quelqu'un qui fait attention à ne pas faire de bruit en sortant d'un endroit où les choses importantes viennent de se passer. J'ai lavé les tasses. Le parquet a craqué quand je suis retournée vers la table. Je me suis assise et j'ai ouvert mon carnet à la page suivante. J'ai noté la date, l'heure, la résolution adoptée, les noms des présents. Vote favorable à la majorité des parts exprimées. Procès verbal établi par Maître Frédéric Arnoux, notaire. J'ai refermé le carnet. Puis, je l'ai posé dans le tiroir du bureau, à sa place habituelle, à côté des 30 autres. Il y avait une chose que je n'avais pas anticipée dans toute cette affaire. Pas la question juridique, ça, je la connaissais. Mais la question humaine. Mon fils avait 43 ans. Il avait grandi dans cette maison, il avait couru dans ce couloir. Il avait mangé à cette table pendant 20 ans. Il avait supposé, pendant sa vie entière d'adulte, peut-être, que les choses avaient été arrangées pour lui d'une façon particulière. Ce n'était pas une supposition absurde. Beaucoup d'enfants supposent la même chose. Pas par cupidité, par manque d'attention à ce qui est écrit, par la certitude tranquille que les parents arrangent le monde dans un ordre qui inclut les enfants au centre. Henri avait choisi de ne pas corriger cette supposition. Moi non plus. Ce n'était pas un mensonge. C'était une absence d'informations non demandées. Une secrétaire de chambre de commerce ne partage pas les informations qu'on ne lui a pas demandées. C'est une discipline de 31 ans. Mais voir le visage d'Édouard quand Maître Arnoux avait lu le registre à voix haute, sa main qui s'arrêtait, ses yeux qui cherchaient un endroit neutre où se poser, ça, je ne l'avais pas entièrement préparé. Pas ce sentiment-là, pas exactement. La tristesse tranquille d'un fait qu'on ne peut pas défaire, mais qui n'aurait pas eu lieu si quelqu'un avait lu les documents. Et il y avait aussi la question de Sabine. Elle n'était pas venue à l'assemblée. Elle ne m'avait pas contactée depuis le samedi de septembre. Je ne savais pas ce qu'elle avait ressenti en apprenant la répartition des parts. Édouard ne me l'avait pas dit et je ne lui avais pas demandé. Mais je m'étais représenté la scène dans son appartement ce mardi soir. Édouard qui rentre, Sabine qui attend, lui devant raconter comment la réunion s'était passée. Elle qui avait organisé la visite de septembre, choisi l'agence, calculé les marges, rédigé le dossier, pensé en termes de quote-part et de liquidité. Elle avait compris les chiffres immobiliers avant de comprendre les chiffres de la SCI. C'est le genre d'erreur qui se produit quand on commence par les calculs et non par les documents. J'espérais qu'elle s'en remettrait, pas pour moi, pour eux, dans les semaines qui ont suivi l'assemblée. J'ai continué ma vie dans la maison du Chartron. J'ai fait du café le matin. J'ai arrosé le géranium. J'ai noté les choses dans mon carnet, pas les grandes choses, les petites. Le passage de l'artisan pour le toit,
une conversation téléphonique avec une amie de la chambre de commerce, la liste des courses du jeudi. J'avais reçu 2 ou 3 messages d'Édouard, courts, polis, qui ne mentionnaient pas la maison. Il demandait comment j'allais, si j'avais besoin de quelque chose, pour les travaux du toit que j'avais mentionnés au printemps. Je répondais avec la même brièveté polie. Nous avancions. Les choses avancent, même les choses difficiles, si on leur en laisse le temps. Au fil des semaines d'automne, les platanes du Chartron ont achevé de perdre leurs feuilles et le quartier a pris cet aspect particulier qu'il a en novembre. Les façades de pierre plus visibles entre les branches nues, la lumière de la Garonne qui arrive plus loin dans les rues les jours de beau temps, l'odeur particulière de vin et d'eau fluviale que le Chartron garde même au cœur de l'automne. J'aimais ce quartier en novembre. Je l'aimais depuis 30 ans. Je n'avais aucune intention de le quitter pour un appartement à Mérignac, avec beaucoup de lumière le matin. Un soir de ces semaines-là, en passant devant le bureau pour aller chercher un livre dans la bibliothèque du couloir, je me suis arrêtée devant le placard. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette impulsion, pas de raison particulière, pas d'inquiétude. J'ai juste ouvert la porte, j'ai regardé le meuble de rangement avec son tiroir du haut un peu rentré. Le classeur bleu-gris était là, à sa place, comme toujours. Je l'ai regardé 1 seconde, puis j'ai refermé la porte du placard avec un peu de force, comme il le faut depuis 2003, et je suis allée chercher mon livre. Certaines choses n'ont pas besoin d'être vérifiées pour qu'on sache qu'elles sont là. Un après-midi d'octobre, j'ai ouvert le meuble de rangement et j'ai sorti le classeur bleu-gris, pas pour le relire, je connaissais les statuts par cœur à ce stade, ou presque, mais pour regarder la page du registre des associés. Ma signature en bas, à côté de celle d'Henri, à côté de la date 4 octobre 1994. J'ai calculé 30 ans cette année. Vous ne calculez pas toujours ces choses-là en avance. Je n'avais pas calculé que ça ferait 30 ans. J'ai regardé la signature d'Henri, ce trait final qui montait légèrement. J'ai regardé la mienne, plus droite, sans enjolivement. 2 signatures côte à côte depuis 30 ans dans un placard que personne d'autre n'avait pensé à ouvrir. J'ai refermé le classeur et je l'ai remis à sa place. Puis, je me suis assise à la cuisine et j'ai bu mon café en regardant le platane par la fenêtre. Il avait perdu presque toutes ses feuilles. L'année prochaine, au printemps, il les reprendrait. C'est la façon dont ça fonctionne. Je me souviens d'un moment de mes années à la chambre de commerce. J'avais peut-être 40 ans, un peu plus, où un nouveau directeur était arrivé et avait supposé, dans sa première semaine, qu'il pouvait reformuler les comptes rendus des réunions précédentes sans passer par le comité de validation. Pas par mauvaise foi, je crois. Il pensait simplement que c'était lui désormais qui décidait de ce que les documents reflétaient. Je lui avais montré avec beaucoup de courtoisie le règlement intérieur et la procédure applicable. Il avait dit « Ah, d'accord », et il n'avait plus essayé. Les documents font ce qui est écrit dedans. Pas ce qu'on se rappelle avoir voulu écrire, pas ce qu'on aurait préféré qu'il y ait écrit.
Ce qui y est daté et signé, vous voyez la différence. Ce n'est pas un principe que j'ai inventé, c'est simplement la façon dont les choses fonctionnent quand elles fonctionnent bien. En février, Édouard a appelé pour me souhaiter mon anniversaire. Je venais d'avoir 68 ans. Nous avons parlé quelques minutes, la santé, l'hiver, les travaux du toit, que l'artisan avait finalement terminé en décembre, un peu plus cher que le devis initial à cause d'une mauvaise surprise dans la charpente, mais réglé. Il n'a pas mentionné la maison. Je n'ai pas eu à le faire non plus. Vous comprenez pourquoi, j'imagine. Ces choses ont une façon de se mettre entre parenthèses pour un temps, quand les deux parties ont compris ce qu'il y avait à comprendre. Gisèle est venue déjeuner au printemps, en avril. Elle a mangé la soupe que j'avais faite, une soupe de poireaux, parce que les poireaux étaient beaux au marché cette semaine-là, et elle a regardé la cuisine avec le regard de quelqu'un qui cherche si quelque chose a changé. Rien n'avait changé. Même table, même parquet, même fenêtre qui donnait sur le platane, avec les premières feuilles de la nouvelle saison. Elle a dit, sans qu'on ait abordé le sujet. Henri savait ce qu'il faisait. Vous voyez ce que vaut ce genre de phrase, dite sans qu'on ait rien demandé. Je lui ai dit que oui, c'est ce que je croyais aussi. Nous avons parlé d'autre chose ensuite. C'est la valeur d'un silence bien placé, parfois. Il peut faire le travail que 2 heures de conversation ne feraient pas aussi proprement. Je suis toujours dans la maison de maître du Chartron. Le parquet craque aux mêmes endroits. Je fais du café le matin. J'écris dans un petit carnet, un 31e, commencé après la mort d'Henri, et rempli différemment de tous les autres, plus personnel, moins factuel, mais toujours daté, toujours rangé à sa place à la fin de chaque journée. Le classeur bleu-gris est dans mon meuble de rangement, dans le placard du bureau. La porte de ce placard ferme un peu de travers depuis 2003. Henri avait dit qu'il ferait venir quelqu'un. Il ne l'avait jamais fait. Je l'ai fermée quand même avec la même légère résistance qu'à l'habitude. Le patrimoine de la SCI au Mont-Jourdain, la maison, le garage, le terrain attenant, est évalué à 720 000 €. Ma part de 72% représente environ 518 000 € si je voulais un jour céder. Je ne le veux pas. Vous l'avez compris, sans doute. Je ne veux pas. La maison a coûté une certaine somme en 1986 et des années de week-ends et de travaux, et elle vaut maintenant 720 000 € parce que le Chartron s'est transformé et que nous l'avons entretenu. Ces deux faits ont du sens ensemble. Je n'ai pas envie de les séparer. Ce qui m'a coûté quelque chose dans tout ça, et je veux être honnête sur ce point, c'est ça. Mon fils est entré dans ma maison avec un dossier d'agence immobilière. Il croyait sincèrement me rendre service. Il le croyait vraiment. C'est la partie la plus difficile, pas la mauvaise foi. L'inattention. L'hypothèse non vérifiée
transmises silencieusement d'une année à l'autre jusqu'à ce qu'elles deviennent une certitude. Ce sont des choses qui se corrigent avec un registre des associés et un vote en bonne et due forme. Mais elles ne s'effacent pas tout à fait. On les note dans le carnet. On continue. Il m'est arrivé, dans les mois qui ont suivi, de me demander si j'aurais dû en parler avant, à Édouard, à Gisèle, à n'importe qui, dire clairement, à un moment donné, voilà comment les choses sont structurées, voilà ce que les statuts prévoient. Il n'y aurait pas eu de surprise un samedi de septembre, pas de dossier d'agence sur la table, pas de main arrêtée à mi-geste. J'ai pensé à cette possibilité avec honnêteté. Ma réponse, au bout du compte, est que la question ne me revenait pas. Ce n'est pas moi qui avais supposé sans vérifier. Ce n'est pas moi qui avais pris rendez-vous avec une agence immobilière avant d'en parler à la principale intéressée. Les documents étaient disponibles. Ils avaient toujours été disponibles. Personne n'avait demandé à les lire. Et je n'étais pas tenue de les lire à voix haute pour quelqu'un qui n'avait pas jugé utile de se renseigner. C'est une conclusion sèche, peut-être, mais c'est une conclusion honnête. Supposer que quelqu'un n'a pas lu le document n'est pas une stratégie. C'est un pari. Mon fils a parié. Il a perdu. C'est aussi simple que ça. À une table de cuisine, devant un café, dans une maison qu'il ne peut pas toucher, sans ma signature. Vous pensez qu'il aurait dû vérifier avant d'arriver? Henri avait dit « Tu sauras quoi en faire ». Il avait raison, et si vous avez été gentiment informé que votre propre maison est désormais trop grande pour vous, partagez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à ma place. Auriez-vous sorti le classeur dès le premier samedi? Ou auriez-vous d'abord versé le café, merci de m'avoir écouté?